Mercredi 21 mars 2025, la 36e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir 1. Du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Cette mesure figure parmi tant d'autres déjà évoquées lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 14 mars 2025, traduisent la volonté du gouvernement de restaurer l'intégrité et la souveraineté de notre secteur minier. Le président de la République a noté avec satisfaction une amélioration notable des cours du cobalt qui, depuis l'application de la suspension, ont enregistré une hausse de plus de 50%, passant de 21 150 à 33 300 dollars américains. Ces niveaux, le plus élevé depuis mai 2023, valident l'approche adoptée par le gouvernement et permet d'envisager à court terme un rétablissement significatif des contributions en revenus de l'État issues de l'exploitation de cette ressource. Plus encore a-t-il souligné, cette dynamique ouvre la voie à une transformation locale accrue, réduisant notre dépendance aux exportations brutes et favorisant la création d'une chaîne des valeurs à haute valeur ajoutée au sein de notre économie. Dans un souci de préservation des intérêts stratégiques de l'État, ainsi que pour renforcer l'attractivité économique du secteur, le président de la République a indiqué qu'il est opportun et nécessaire de maintenir la suspension des exportations conformément à la décision prise par la RECOMS. Cette mesure continuera à produire ses effets jusqu'à son échéance prévue, à l'issue de laquelle une évaluation approfondie sera menée pour déterminer soit sa prorogation, soit l'adoption de nouvelles stratégies visant à pérenniser l'équilibre du marché et à poser les bases d'une industrialisation locale durable. L'objectif ultime demeure la maîtrise complète de la chaîne de valeur du cobalt afin que notre pays cesse d'être un simple fournisseur de matières premières et devienne un acteur clé du raffinage et de la transformation des minéraux stratégiques. Compte tenu de la sensibilité des marchés et de l'impératif d'une communication cohérente sur ces décisions, le président de la République a tenu à rappeler que la RECOMS demeure l'unique organe habilité à s'exprimer publiquement sur ces mesures après une analyse rigoureuse de l'évolution du marché et de ses impacts. En conséquence, il a invité la RECOMS et l'ensemble des services concernés, sous la supervision du ministre de Mines, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l'application stricte de la suspension des exportations et des mesures réglementaires destinées à encadrer la commercialisation du cobalt. Il est impératif de poursuivre l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement en éradiquant les pratiques illicites et en instaurant une gouvernance plus rigoureuse garantissant ainsi la transparence et la traçabilité du flux commerciaux. Un rapport mensuel détaillé du ministre de Mines et de la RECOMS est attendu sur l'évolution de la situation et les mesures de mise en œuvre. Abordant sa propre communication, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la rencontre du président de la République à Doha autour de l'émir du Qatar avec le président rwandais, une initiative qui vient renforcer les processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que toutes les initiatives en cours et qui participent
aux efforts déployés pour une application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La participation du président de la République à la tripartite de Doha est une nouvelle preuve de sa disponibilité et de son ouverture à travailler pour mettre fin à une crise qui perdure depuis plus de 30 ans. La Première ministre a ensuite, au nom du gouvernement, réitéré son soutien total et sans faille aux orientations et initiatives du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo dans la reconquête du moindre périmètre du territoire national et de notre souveraineté. Sur un autre volet, elle a fait le point de sa visite dans la province du Kwilu du 16 au 17 mars 2025 dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique congolais Téléma. Outre ses adresses publiques à nos compatriotes à Bandundu-Ville et à Kikwit sur les enjeux de l'heure, elle a tenu une série de réunions avec les différents responsables ainsi que les représentants de la société civile pour s'enquérir de l'évolution de certains travaux d'intérêt public, notamment la construction de l'hôpital régional militaire de Kikwit et des bâtiments de l'état-major de la 11e région militaire. Une assistance a été remise aux populations déplacées de Kwamut, dans la province voisine du Maïndombe, à la suite de l'insécurité provoquée par le mouvement Mobondo. Parlant de cette insécurité qui affecte la province du Kwango, elle a chargé le vice-premier ministre ayant l'intérieur et la défense dans leurs attributions de prendre toutes les mesures appropriées sur la question en y associant les élus et les notabilités des dix territoires. À Kikwit, elle a fait les constats de la route des Kanzombi, représentant une voie d'intérêt économique majeure qui est dans un état de délabrement avancé et gravement endommagée par des érosions impactant négativement l'activité économique et la mobilité de la population. Ces équipes ont aussi rencontré les autorités de la province du Kwango, issues du démembrement du Grand Bandundu et où les infrastructures de base font cruellement défaut, notamment l'absence d'un hôpital général de référence pour la ville de Kingé, chef-lieu de la province. Par ailleurs, la présence d'une vingtaine de têtes d'érosion représente une menace sérieuse pour la ville ainsi que pour la route nationale numéro 1 qui risque d'être coupée au niveau de PKD 176-600. À cet effet, elle a demandé au ministre d'État, ministre des Infrastructures, le plus rapidement possible les conditions de réhabilitation des routes précitées et de mener toutes les actions y afférentes. Quant à la situation générale de l'électricité dans les provinces du Kwilu et du Kwango, elle a demandé au ministre ayant l'électricité dans ses attributions de se pencher urgemment sur la question de la connexion de la ville de Kikwit par le barrage de Kakobola ainsi qu'à Idiofa-Ngungu, la possibilité de connecter la ville de Kenge via le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo devrait également être analysée. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a fait le point de l'état et l'administration du territoire national qui reste dominé par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que la réponse que le gouvernement congolais y donne. L'état d'esprit de la population a été principalement marqué la semaine dernière par la rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au plan politique, il a été noté les encouragements et les soutiens de la population envers le président de la République pour les efforts en cours en vue de parvenir à une paix durable. Revenant sur la criminalité urbaine, il a rapporté que 356 cas présumés criminels ont été interpellés à Kinshasa par la police nationale appuyée par la 14e région militaire dans le cadre de l'opération Dobo. Ils seront déférés auprès des juridictions compétentes pour être jugés en audience foraine. Il a été complété sur ces chapitres sécuritaires par le vice-ministre, ministre de la Défense nationale. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve d'une stabilité remarquable depuis plusieurs semaines, renforcée par la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Au cours de la semaine sous examen, le rythme de formation des prix intérieurs a ralenti et sur le marché d'échange, les taux se sont stabilisés à leur niveau dès la semaine précédente. D'après les dernières discussions, les dernières estimations, l'activité productive devrait progresser de 5,4% en 2025 contre 7,9% en 2024, bien qu'en ralentissement, cette croissance reste supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne.
Le taux d'inflation hebdomadaire s'est situé à 0,14% contre 0,17% la semaine précédente, portant les cumuls à 2,05%. Comparativement à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est appréciée au 14 mars 2025 de 0,05% sur les marchés interbancaires et de 0,11% en parallèle. En cumul annuel, la dépréciation est de 0,53% à l'indicatif et à 0,33% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise se sont globalement inscrits en hausse. C'est le cas du prix de la tonne du cuivre en progression de 2,2%, du prix de la tonne du cobalt qui a enregistré un rebond de 9,3% à raison des inquiétudes au sujet de l'offre dans les contextes marqués notamment par la suspension de nos exportations. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires, tout en maintenant l'orientation restrictive de la politique monétaire afin de limiter les éventuelles pressions inflationnistes. La mise en œuvre de mesures de soutien budgétaire en faveur des secteurs les plus touchés par la crise sécuritaire, ainsi que l'accélération de la mise en œuvre de réformes structurelles afin de soutenir la croissance. Les conseils ont pris acte de ce rapport. Au sujet de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, avant de présenter cette situation, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale s'est apaisanti sur la situation sanitaire de provinces qui sont victimes de l'agression rwandaise. Au Nord Kivu, en effet, du 9 au 16 mars 2025, il a été enregistré 52 nouvelles admissions des blessés dans les formations sanitaires de Goma, ramenant le cumul à 5,640 blessés et 16 nouveaux décès intra-hospitaliers ont été déplorés, soit un cumul des décès intra-hospitaliers de 1589. Au Sud Kivu, il a été signalé du 10 au 16 mars 2025 un afflux de blessés dont le nombre n'est pas encore connu. En attendant, les cumuls des blessés est à 1114 blessés et celui des décès intra-hospitaliers à 29. Revenant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 10e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects de Mpox. Depuis les débuts de la vaccination jusqu'à ce jour, les cumuls des personnes vaccinées est de 521 048 contre les Mpox. Un approvisionnement de vaccins MVABN est annoncé pour la semaine prochaine. Sur le registre des cas de maladies fébriles, avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée dans les territoires de Bassonkousou, il a été ainsi enregistré du 10 au 16 mars 2025 un total de 37 nouveaux cas et un décès ramenant le cumul à 2957 cas notifiés avec 58 décès, soit une létalité de 1,96%. Quant à la situation liée au choléra, il a été noté que la tendance à la 10e semaine est marquée par une diminution de nouveaux cas, passant de 1440 à 1031 cas suspects, avec une létalité de 1,8%. Pour toutes ces épidémies, les dispositifs de riposte du gouvernement sont bien opérationnels. État d'avancement de la construction des rocades à Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, a présenté au Conseil l'état d'avancement du projet des constructions de rocades de la ville de Kinshasa. Il a fait savoir que les travaux de rocade sud-est et sud-ouest sont prévus pour une durée de 30 mois et visent à revêtir 63 km de voirie urbaine pour une emprise minimum de 20 mètres de largeur, comprenant 4 bandes de roulement et des accotements aménagés de part et d'autre de la route. L'avancement physique de postes déclenchés depuis les débuts des travaux est estimé à 38% pour la rocade sud-est qui va de Njoku à Mitendi et à 62,2% pour celle qui va de Mitendi à Mboudi et c'est à partir des dévis quantitatifs de chaque rocade. Les taux d'exécution financière se situent globalement autour de 55,58%, estimés pour le 15,5 km. Quelques défis à relever ont également fait l'objet des éléments présentés au Conseil et ces derniers a pris acte de cette note d'information. Stratégie d'appurement des arriérés de crédit de la TVA. Le ministre des Finances a informé le Conseil de la stratégie définie pour l'appurement des arriérés de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette stratégie a été élaborée
dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Elle est consécutive à l'audit des certifications de tous les arriérés TVA envers les sociétés minières depuis 2021, réalisé en 2 phases par l'Inspection générale de finances. En vue d'assurer sa mise en œuvre harmonieuse, il a précisé que la dite stratégie se fonde sur le comportement saisonnier infra-annuel des recettes fiscales et non fiscales et s'adosse sur un mécanisme de recouvrement de la dette fiscale. En outre, cette stratégie se base sur de critères objectifs de transparence sur les éléments ci-après: certification de la créance, paiement des obligations dues au Trésor au titre de l'impôt sur les superprofits, régularité de la situation fiscale, remboursement de la subvention indue provenant de la pratique de prise administrée de produits pétroliers et acceptation de la nouvelle décote de 0 à 20%, seuil d'éligibilité annuel selon qu'il s'agisse de la petite créance ou de la grande créance. La présente stratégie permettra de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique à travers une amélioration de l'offre des devises. Aussi, le remboursement des arriérés de crédit de la TVA constitue-t-il un signal fort aux partenaires tant privés qu'étrangers en termes du climat des affaires et contribuera à rassurer davantage les investisseurs particuliers, particulièrement ceux du secteur minier. L'objectif poursuivi est aussi de remédier au dysfonctionnement du mécanisme de remboursement de crédit TVA, tout en permettant au gouvernement de recouvrer une bonne partie de la dette fiscale due par les sociétés minières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Note d'information relevant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La ministre de l'Enseignement supérieur a fait la restitution des recommandations issues du colloque organisé par son ministère sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Durant 3 jours, des éminents professeurs scientifiques et chercheurs du sous-secteur de supérieur et universitaire ont abordé différentes thématiques liées aux 6 axes identifiés, à savoir défense et sécurité, diplomatie et stratégie, gouvernance et renforcement de l'autorité de l'État, santé et environnement, jeunesse et développement, ainsi que engagement communautaire. Ces actes de réflexion ont permis d'explorer des perspectives diverses relatives à la conscientisation de la population et de formuler les recommandations concrètes. En vue de mieux encadrer ces recommandations, la ministre a préconisé la mise en place d'un comité chargé de leur suivi et de la mise en œuvre. Le Conseil a pris acte de ces notes d'information. Notes d'information relevant du secteur de la recherche scientifique. Prenant la parole, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté au Conseil 66 prototypes d'invention et d'innovation issus du génie scientifique congolais. Il a rassuré que chaque prototype a été examiné attentivement et une analyse préliminaire de leur pertinence au regard des attributions de ministère a été réalisée. Cette analyse démontre le potentiel transversal de ces innovations et leur alignement avec les politiques sectorielles de différents ministères. Investir pour le développement, cette première moisson de prototypes est une opportunité stratégique en vue de stimuler la croissance et la compétitivité de l'économie nationale, répondre à des besoins socio-économiques prioritaires dans les secteurs des finances publiques, de l'industrialisation, de la santé, de l'agroalimentaire, de l'énergie et autres, valoriser les ressources locales et les savoir-faire nationaux, contribuer à l'émergence d'une économie diversifiée et résiliente. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique entend franchir une étape décisive dans la valorisation de la recherche et de l'innovation, permettant à la RDC de se positionner comme un pionnier africain de l'économie de la connaissance pour le plus grand bénéfice de notre pays. Note d'information relevant du secteur du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a annoncé l'organisation à Kinshasa de la 16e réunion du Conseil des ministres en charge du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, le 15 avril prochain. Cette réunion sera précédée par une réunion de hauts fonctionnaires en charge du commerce et par certaines autres réunions techniques. Les participants sont les ministres en charge du commerce des 48 États parties, les hauts fonctionnaires du secteur, les experts, les délégués des communautés économiques régionales et d'autres invités. La tenue de ce conseil à Kinshasa
permettra à la RDC de réaffirmer son rôle stratégique au sein de la ZLECAf. Le ministre du Commerce extérieur a précisé qu'un comité préparatoire a été mis sur pied et se trouve déjà à l'œuvre. Outre les représentants du ministère du Commerce extérieur, ces comités incluent notamment les délégués de la présidence de la République, de la primature, mais ainsi que d'autres ministères et des services, notamment la DGDA ou la Direction générale de migration. État d'avancement des réformes de la formation professionnelle. Le ministre de la Formation professionnelle a fait le point sur l'état d'avancement des quelques réformes entreprises dans son secteur, dans l'optique de créer une adéquation emploi-formation pour une main-d'œuvre qualifiée. À ces sujets, il a évoqué la prise d'actes réglementaires pour notamment régenter l'organisation, le fonctionnement des établissements publics et privés, des fonctionnements professionnels, fixer les modalités des évaluations de fin de cycle des différentes formations professionnelles, déterminer les modalités d'élaboration des normes nationales de qualité, des référentiels nationaux et d'homologation de programmes de formation professionnelle. Parlant de la révisitation du cadre et structure organique de son ministère, il a précisé qu'une équipe est à pied d'œuvre en vue d'adapter aux réalités du monde professionnel et de les doter des services des certifications professionnelles. Bien plus, pour combler l'absence du cadre programmatique sectoriel, les drafts 0 de la politique nationale de la formation professionnelle est déjà élaboré. Il vise une meilleure structuration des efforts pour éviter la duplication des actions, maximiser l'impact des interventions et instaurer une responsabilité collective des acteurs du secteur à travers les actes prioritaires tracés. À propos du financement de la formation professionnelle qui exige des moyens colossaux, les options innovantes ont été identifiées afin de parvenir dans une démarche participative de certaines structures étatiques intervenant dans les secteurs. Les ministres de la formation professionnelle a sollicité la mise en place d'une commission pluriministérielle dont relève chaque structure en vue d'approfondir l'examen de la question aux fins de présenter sous forme d'un dossier des options et des solutions à proposer à l'issue de ces travaux. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, le Conseil de ministres a approuvé le relevé des décisions prises lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 14 mars 2025. Au 4e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 9 textes. 1. Projet des décrets relevant du secteur de la justice. Le vice-ministre de la Justice a soumis au Conseil pour examen et délibération le projet des décrets portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions. Cet organisme public a pour mission de contrôler le fonctionnement des juridictions et parquets de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, ainsi que de tous les services relevant du ministère de la Justice. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces textes. Projet de loi de ratification relevant du secteur des finances, le ministre des Finances a soumis au Conseil 4 textes pour examen et approbation. Ce sont des textes de ratification qui concernent le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025, autorisant la ratification de l'accord de prêt du 16 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les fonds africains au développement au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/029 du 12 mars 2025 autorisant la ratification de l'accord du 5 octobre 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du programme régional d'appui au développement des infrastructures et des valorisations de ressources en eau transfrontalières entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/033 du 12 mars 2025, autorisant la ratification de la convention de prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et les banques commerciales en République démocratique du Congo pour paiement des MAG. 4. Enfin, projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 25/031 du 12 mars 2025 portant approbation de la prise de participation de l'État de la société Air Congo. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés.
À son tour, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a soumis au Conseil le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/025 du 5 février 2025, modifiant et complétant la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité telle que modifiée et complétée par la loi numéro 18/031 du 13 décembre 2018. Il ressort de l'économie de cette ordonnance loi l'intégration des 7 nouveaux concepts, lesquels étaient usuellement employés dans les secteurs sans qu'il n'y ait cependant une quelconque base légale. Il s'agit des énergies renouvelables, transition énergétique, efficacité énergétique, maîtrise d'énergie, hydrogène, séparation comptable et stockage. En plus de ces nouvelles notions, elle institue la création de 2 nouveaux établissements publics en appui aux institutions existantes, à savoir les services nationaux des dispatching et les guichets uniques des services et de l'électricité. Après débat et délibération, les conseils ont adopté ces textes. Projet des décrets relevant du secteur des hydrocarbures, les ministres des hydrocarbures a soumis au Conseil le projet des décrets portant modification du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Il a expliqué la nécessité de combler les déficits de réglementation sur le gaz de pétrole liquéfié afin de promouvoir cette filière, de garantir la sécurité et d'en faciliter l'accès aux consommateurs ainsi qu'assurer les meilleures conditions d'accès au marché aux investisseurs privés, ce qui est en phase avec le plan directeur pour le développement de cette filière élaboré par les experts de son ministère avec l'appui du PNUD et les financements de l'initiative RED+. Après débat et délibération, ce texte a été adopté. Projet de loi relevant du secteur de la formation professionnelle, le ministre de la Formation professionnelle a soumis au Conseil le projet de loi de ratification de l'ordonnance loi numéro 25/026 du 10 février 2025 autorisant la ratification par notre pays de la Convention sur l'enseignement technique et professionnel signée à Paris le 10 novembre 1989. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Projet de loi relevant du secteur de la culture, des arts et du patrimoine, la ministre de la Culture a soumis au Conseil le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 025/030 du 12 mars 2025 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Elle a sollicité cette ratification conformément à l'article 129 alinéa 2 de la Constitution et de la loi d'habilitation du gouvernement du 20 décembre 2024. Après débat et délibération, ces projets de loi a aussi été adoptés. Commencé à 14h45, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h42. Je vous remercie.